Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce frais mois de mars. Je me présente, je suis Alice Bertrand, je suis consultante en marketing digital et podcasteuse à mes heures perdues. Et vous écoutez Gone Digital, le podcast des webmakers à Lyon. Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours d'une femme passionnée, téméraire, ambitieuse et organisée. Émilie Lebrun est la cofondatrice de l'agence WordPress Woodenit, elle me pardonnera la mauvaise prononciation. Organisatrice d'événements, conférencière, elle accompagne également les entreprises sur la mise en place du télétravail. Très bonne écoute. Hello Émilie, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Oui, ça va super. Merci de venir dans ce podcast. On m'a beaucoup recommandé ton profil. C'est gentil. Émilie Lebrun, il faut absolument que tu l'interviewes. Et ben voilà, on y est. Ça y est, enfin. C'est chouette. Je vais commencer par des questions sur le web. Quelle relation est-ce que tu as avec le web ? C'est une très bonne question. En fait, j'ai un peu le sentiment d'avoir grandi avec le web, plutôt la partie professionnelle. Parce qu'en fait, moi, j'ai débarqué sur le marché du travail à peu près en même temps qu'Internet est arrivé dans la vie des gens. C'était un moment où je me posais pas mal de questions sur, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie, etc. Et Internet portait plein de possibilités, en fait. Si tu pouvais changer quelque chose dans le web, ce serait quoi ? J'aurais surtout envie de changer l'accès au web, notamment le fait que ce soit plus facile, un peu plus partout et surtout un peu moins cher. Un peu moins cher. Ouais, que ce soit un peu plus accessible en fait. Voilà. D'accord. À toutes les bourses et à tout le monde. Voilà, et aujourd'hui ça dépend encore beaucoup de certaines sociétés qui contrôlent un peu tout ça. Sans nommer de nom. Et ne serait-ce qu'en France, donc déjà ça peut être un peu plus accessible à plus de personnes pour un peu moins cher. Et je parle même pas du côté planétaire, mais que ce soit un peu plus accessible. Oui. Je vais passer aux questions sur ta carrière maintenant. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as commencé ta carrière avec un concours de gardien de la paix. Tu as fait de la hotline. En fait, tu as vécu 1000 vies avant de faire du web. Oui, j'ai été obsédée pendant très longtemps dans ma jeunesse par la police nationale. D'accord. Alors, il y a plein de raisons. Soit je passais trop de temps devant la télé, devant Rick Hunter, soit il y avait un peu trop de côté. Je voulais bosser à l'extérieur. Je ne sais pas ce qui a fait que. Je pense qu'il y avait un petit côté terrain, leadership qui me plaisait bien dans la police. Okay. Sauf qu'entre le fantasme, sans parler de Rick Hunter, mais entre le fantasme et le concours et la réalité du terrain, notamment mon incapacité à obéir aux ordres a été un petit peu, la goutte d'eau à la fin de l'expérience en fait. Enfin, le point de fin d'expérience. Okay. Et du coup, quand ça fait 10 ans que tu veux faire quelque chose et que là tout s'arrête, c'était ok, je vais faire quoi de ma vie ? J'avais même pas validé mon doc de droit, je savais pas forcément quoi faire. Et c'était l'époque où Internet arrivait et où on pouvait facilement trouver des CDI. Et notamment dans tout ce qui était hotline. Donc j'ai passé des interviews pour Club Internet, ce genre de choses à l'époque. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied et dans l'Internet et dans la hotline, puisque j'ai trouvé un premier contrat pour faire de l'assistance informatique à distance. Top. Ouais, j'étais déjà très ordinateur depuis que j'étais gamine, donc j'étais à l'aise avec les imprimantes, avec tout ça. D'accord. Puis je me suis dit, bon allez vas-y, on va essayer, c'est pas qui trop... ne tente rien. Exactement, donc ça a été assez facile du coup de rentrer dans cette petite... Tu as commencé donc ta carrière dans le web en tant que graphiste freelance. Tu t'es directement lancée en freelance en fait ? Alors en fait j'ai fait une petite bascule, j'ai bossé pendant 5 ans dans la hotline informatique, mais j'ai toujours été passionnée par tout ce qui était image et j'avais ces doubles passions, j'avais le côté image, j'avais le côté informatique. Lancé une première boîte qui faisait du dépannage informatique, où on avait déjà commencé à faire des sites internet avec mon associé, donc j'avais un petit peu commencé à toucher au design. Et je me suis dit je vais me trouver une formation pour faire du design, pour apprendre un petit peu. Au départ j'étais plutôt sur le print. Sauf que les formations ça coûtait super cher, j'arrivais pas forcément à trouver, j'ai fait une toute petite formation et puis je me suis dit je vais faire comme tout le reste, je vais apprendre sur le tas, je vais m'installer Photoshop, Flash à l'époque, puis je vais faire comme ça. Dreamweaver, exactement, je faisais des beaux sites avec des tableaux, c'était super. WYSIWYG. Exactement. Le problème, c'est que du coup, j'étais pas professionnelle, donc pour trouver un boulot, c'était impossible. Et ça a été même jusqu'à... j'ai cherché des stages non rémunérés et les gens rigolaient en disant mais sérieux c'est pas possible, voilà, tu pars de trop bas. Où t'en es maintenant, ça fait rigoler. Ouais, ça m'a beaucoup fait rigoler. Et je me suis dit je vais pas lâcher, je vais bosser. Et du coup, je me suis trouvée un mi-temps dans un boulot qui avait absolument rien à voir. Et à côté, j'ai bossé. J'ai eu des copains qui avaient des premiers projets, du coup, j'ai commencé un peu à progresser. Et de fil en
en aiguille, j'ai pas dû trop mal me démerder parce que ça a été un petit peu mieux, puis un petit peu mieux. Et du coup, j'ai eu mon site en freelance et j'ai eu des premiers clients directement comme ça. Ok, donc Milligraphe, c'est ça? C'était ton Exactement. pseudo Ouais, je voulais trouver un nom un peu sympa qui n'était pas forcément mon prénom. Ouais. Je voulais créer un peu un univers, etc. Mm-hmm. Et je devais pas trop mal me débrouiller parce que mon site avait même été dans les recueils. Là. Il y avait plein de bouquins, là, Rabbit, je sais plus comment ils s'appelaient ces bouquins, avec les sites un peu sympas. Donc j'étais bien contente et tout, avec l'animation flash. C'est le truc passer l'intro, c'est le truc à l'ancienne, quoi. Dès qu'on parle de Flash, ça me fait rire. Ah ouais, c'était génial cette époque. On faisait des trucs de fou sans rien connaître et c'était super. Mais donc voilà un petit peu comment je me suis retrouvée en freelance à faire du graphisme. Ok, et t'as fait ça pendant 9 ans. Ouais, le temps que je passe de c'est un petit boulot à côté à ça commence à être une vraie activité, c'est mon activité complète. Et ensuite, tu as été directrice artistique digitale en freelance toujours à Canal+. Exactement. C'était comment? C'était une super expérience. En fait, comme j'étais freelance, à un moment donné, il y a des boîtes de placement qui m'ont contactée, qui me faisaient travailler dans les agences et qui avaient un petit poste à Canal+. Donc statut freelance, mais du coup en récurrence sur un mois. Et c'était pour la refonte du site de Canal+ à l'époque. Et il fallait que je retaille des photos de films et de séries. Donc je passais ma journée à regarder des photos, c'était super. Surtout quand t'as compris que tu peux faire un petit script et que tout ça se fait automatiquement. C'était génial. Donc ça a commencé comme ça et j'ai fait des contacts sur le terrain qui font que derrière, quand ils ont amené toute la refonte des sites de CanalSat, j'ai pu participer aux refontes. Au départ en travaillant avec les agences qui étaient sur place et au final même en faisant des maquettes, des mini-sites pour eux. Et l'expérience Canal c'est génial parce qu'il y a le sujet, la matière est top, l'ambiance était à l'époque hyper dynamique, c'était vraiment une belle expérience. Et puis c'est là où j'ai rencontré mon associé. Donc c'était le début de la suite en fait. C'est le début de la suite. Et c'est Nandor, c'est ça? Exactement. Ok. Et donc avec lui en 2009, tu fondes l'agence web Whodunit. Est-ce que je le dis bien? Presque. c'est très très dur, c'est Whodunit. Whodunit, ok. Donc là, vous accompagnez les entreprises sur leur projet WordPress. Tu peux me raconter comment ça s'est déroulé? Bien sûr. Donc au départ, avec Nandor, on travaillait justement sur la refonte de CanalSat et on subissait deux choses. On subissait l'agence et leur CMS propriétaire. Et donc dès qu'on demandait quelque chose, ça prenait beaucoup de temps. Et c'était surtout très très cher. Et on subissait aussi un peu une relation client qui nous allait pas forcément. Et c'est un petit peu comme ça qu'a germé l'idée de faire une agence qui au départ n'était pas spécialement sur WordPress parce qu'à l'époque on ne connaissait pas du tout. Mais on avait déjà l'appétence de faire une agence web et de proposer un CMS qui soit open source. On a essayé, comme on n'était pas dev, on a bossé avec un dev qui nous a proposé au départ du Symfony. Après on a commencé à tester, à nous amuser avec Joomla. On a fait un site et après un jour je tombe sur WordPress et je vais voir mon associé, je fais mais ce truc a l'air génial, ça a l'air chouette, il y a une belle communauté derrière, je vais voir au dev, il me dit ouais c'est bon, on va y aller et je fais bon voilà on va se dire on va faire une agence WordPress. Voilà, on s'est spécialisé comme ça. Parce que t'as eu un coup de cœur pour WordPress, tu t'es dit on va tout miser sur ça. S'il faut, c'était un pari risqué en fait. Ouais, mais c'est comme ça que ça marche, souvent. Ok. Voilà, on a un petit film pour un truc. Après, quand c'est l'histoire qu'on raconte et que c'est après, ensuite, on peut dire ouais, c'est bon, c'est normal, etc. C'est toujours plus facile. Et sur le moment, tu le sens pas en mode ouais, c'est bon, ça va cartonner. C'est ça, parce que c'est toujours un risque. Ouais, mais la communauté qui est derrière WordPress nous intéressait vachement. Il y avait un côté très humain en fait, derrière le CMS. Et le fait qu'on ne soit pas tout seul, qu'on travaille en fait avec le monde entier, nous plaisait beaucoup. Oui. Et du coup, ça rendait captif le client avec nous, plus par la relation qu'on allait réussir à bâtir avec lui que par rapport au propriétaire, le CMS propriétaire en fait. C'est ça, d'accord. Donc ça répondait à deux de nos besoins. Nandor, mon associé, est très expérience client, c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur. Moi, je suis plus sur tout ce qui est efficacité, organisation, etc. Ouais. Donc ça répondait un petit peu à nous deux. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé et on a eu du nez parce que c'est grâce à ça que historiquement, on est dans les premières agences WordPress en France. Ça. Top. Et en 2016, tu rejoins WP Media en tant que COO. Quand je lis la description sur LinkedIn, j'ai l'impression que tu as géré tellement de choses dans cette boîte en fait. Enfin, t'as tout fait quoi. De l'administratif à CTO. Vraiment, t'as tout fait quoi. En fait, avant ce poste, je savais même pas. Je connaissais pas ce poste. Enfin, je connaissais un peu vaguement COO. Ouais, je connaissais un peu avec Sheryl Sandberg, Facebook. Ouais. Mais je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est arrivé à un moment où moi, j'avais besoin de faire autre chose que Whodunit. Okay. Qu'en même temps, j'avais besoin de quitter Paris. Parce que tu étais à Paris à ce moment-là. Et je vivais encore à Paris, on n'était pas encore en télétravail. Et donc, ça arrivait pile à un moment où on s'est dit, ok, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de sortir de Paris, de développer le télétravail pour mon agence et aussi tenter de nouvelles expériences.
Et donc en discutant avec Jean-Baptiste et Jonathan, les fondateurs de WP Media, on s'est dit, il y a un truc à faire. Et puis par rapport aux tâches, ils m'ont dit, ça s'appelle un CO. Ok, et en gros, c'était comment on organise une boîte et comment on peut les aider à aller plus loin dans ce qu'ils ont déjà merveilleusement réussi à construire, en fait. C'est large, hein? C'est hyper large. Et c'est ça qui était génial, c'est parce que c'est 2 devs qui ont bâti un truc, une belle boîte, mais qui avaient besoin de structuration sur des choses comme des outils de to-do, sur la compta, la gestion, l'organisation pure, en fait. Trop intéressant. C'était génial. Ah ouais, ça doit être génial. J'ai l'impression qu'on est un peu pareil, dans le sens où moi, j'adore planifier les trucs. Là, c'est super. Excel, parce que... Trello. Là, tu t'éclates avec ça. Un poste de CO, c'est exactement ça, parce que tu touches à tout. Ouais. Et il faut que tu comprennes aussi les contraintes de terrain, les besoins de chacun, et c'est de trouver le bon outil pour trouver le bon curseur. C'était une expérience vraiment humainement et professionnellement très riche et très intéressante. C'était très compliqué d'avoir mon équipe à côté, enfin de faire et Woodenit et WP Media. Ça devait être un gros taf. C'était parfois un peu dur, mais surtout humainement quand on se croisait à des events où moi j'étais avec WP Media et que j'allais pas avec mon équipe. Voilà, c'était pas forcément une bonne période. Ok. Mais c'était super, c'était très intéressant. Et puis une fois que j'avais tout rangé, ce que j'avais besoin de ranger, je leur ai dit, les gars, je pense que je vais retourner chez moi parce que j'ai une boîte à gérer et à développer. Et puis je pense que vous allez retrouver d'autres profils qui vont vous aider encore plus à aller plus loin. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'accord. Ça se passe très bien. T'as tout mis dans les boîtes, t'as tout mis en ordre. À peu près. C'est parti. Parce que je pense que si je retourne maintenant... c'est plus la même chose. C'est plus la même, non. Mais bon... ça évolue. Hein. Ça évolue, mais vu comment ça marche chez eux, je pense qu'ils ont trouvé d'autres alternatives. Ok. Tu es également intervenante en école, tu es sponsor, co-organisatrice et conférencière au WordCamp Paris. Donc WordCamp, comme le son nom l'indique, c'est une conférence sur WordPress. Exactement. Et tu participes activement aux événements de la communauté, comme tu disais, les meet-up, les WP Tech, etc. Parle-nous un peu de ton implication. Alors je suis un petit peu suractive. Ouais, c'est ça. Je pense ce qui me semblait aussi. C'est ça. En fait, déjà, quand tu rentres dans l'écosystème WordPress, il y a beaucoup de choses en parallèle de juste tu travailles pour un client et avec un CMS, il y a toute la communauté. Et la communauté, c'est notamment les WordCamp. Et c'est l'avantage des WordCamp, ça te permet de partager tes connaissances avec d'autres confrères, ça permet toi d'apporter des choses aussi à la communauté. D'échanger, c'est hyper riche. Et une fois qu'on va à plusieurs WordCamp, on a envie de les organiser. On a envie d'être sponsor pour les aider financièrement. On a envie aussi d'être conférencier pour raconter un petit peu ce qu'on a pu faire. Et de fil en aiguille, une fois qu'on a commencé à faire des WordCamp, on fait aussi des meet-up. On fait aussi un WP Tech, parce que pourquoi pas faire un WP Tech. Et puis arrive un moment donné où on se dit, par contre, on va peut-être arrêter là parce qu'il y en a un petit peu trop. Beaucoup de choses à gérer en même temps. Ça a fait beaucoup de choses et là, ça a été en 2019. Je me suis dit, allez, on va arrêter un peu. Quoi les projets là pour 2020 ? Sortir de l'écosystème WordPress. Oh. Ouais, moi j'ai besoin là, ça fait 10 ans. J'ai besoin aller à Joomla. Drupal. Non, non, je vais carrément sortir de cet écosystème-là. J'ai besoin de parler plus en termes d'entrepreneuriat et d'entreprise. D'accord. Sur des problématiques managériales, sur notamment la question du télétravail, qui est un sujet... C'est ça, on va y revenir à ça, parce que ça a l'air d'être un sujet très important pour toi. Oui. Ouais. Oui, qui a changé beaucoup de choses, et dans mon entreprise, et dans mon quotidien de manager. Donc c'est une expérience que j'ai vraiment envie sur laquelle communiquer, démocratiser au maximum. D'accord, on va revenir dessus. Est-ce que tu peux nous parler de Think WP ? Oui, c'est un des projets que j'ai fait avec Déborah, que j'ai rencontré à un WP Tech. Alors la ville c'était à Nantes en 2015 je crois, qui me disait qu'elle avait un projet de son côté de faire une vidéo, parce qu'au départ elle est aussi journaliste, et elle me disait oui voilà, je voudrais bien montrer à mes clients WordPress ce qu'il y a derrière en fait, et comment ça fonctionne, et que c'est pas juste pour faire des blogs. Et je lui ai dit écoute moi aussi, et on a fait le pari qui était n'importe quoi à l'époque, mais quand même comme un peu tout. On s'est dit on va faire le tour de France, on va aller interviewer des gens, des entreprises, des devs, des agences, plein de gens, et puis on va montrer le potentiel de WordPress. Et ça a été beaucoup de travail. Déborah a fait un beau montage final. Enfin voilà, on a beaucoup bossé dessus et on a réussi à sortir un documentaire. Et juste le fait qu'on l'ait fait, c'est génial. Hein, c'est juste génial. Ouais. Voilà, ça s'est arrêté là. Je pense que plus jamais je referai ça. C'est vrai, tellement c'était galère. En fait, c'est très long, surtout. Donc, faut être patient, faut beaucoup itérer. Et puis, c'est pas évident de réussir à répondre à beaucoup de questions en même temps avec un seul documentaire. En fait. C'est ça. Et puis, il dure 30 minutes. Hein. C'est ça. Bien ça. Je l'ai vu il y a pas très longtemps. Il est super bien fait. Et vous avez réussi même à interviewer le fondateur Tout à fait. de WordPress. Matt. Ouais, c'est ça.
d'automatique. Qui était là en Génial. World Camp Europe, ouais, donc on a profité Ça, du c'est World chouette. Camp Europe. Ouais, c'était une belle opportunité. On avait un petit peu le rêve à l'époque, quand on a fait le documentaire, de se dire que peut-être qu'il aurait envie d'en faire le même documentaire. Mais en anglais. Mais aux États-Unis. Et puis on aurait pu l'aider là-dessus. Et du coup, il y a d'autres communautés qui l'ont fait en fait. Ah, et du coup, on était là, c'est déjà chouette. C'est déjà chouette en français. Complètement. De l'avoir fait, quoi. Complètement. C'est génial d'avoir fini le projet, je trouve. Exactement, et de me dire, voilà, on a été au bout de l'idée, avec Déborah, on a réussi à avoir une idée et surtout la concrétiser. Il n'y a rien de plus beau. Ouais, surtout quand il y a plein de gens qui nous disaient, mais vous êtes complètement barge. Donc, autre chose, je veux dire, tu te rajoutes ça avec le World Camp Paris, le WP Tech, tes boîtes et tout. Je sais pas comment tu fais. Je suis organisée. Je pense que c'est vraiment ce qui me définit la le plus. clé, ouais. Je suis organisée. Voilà, parce que j'ai une vie à côté. Je précise toujours, j'ai une vie à côté du travail. Mais ouais. Donc du coup, début 2020, là, tu as lancé une nouvelle activité pour accompagner les entreprises sur la mise en place du télétravail. Ouais, parce que le télétravail n'est pas encore très démocratisé et ça soulève plein de questions côté salarié et côté patron. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que pour avoir pratiqué pendant des années le télétravail, je comprends d'autant plus ce qui peut freiner les équipes et comment justement passer au-dessus de ces freins et comment justement réussir la mise en place du télétravail, parce que c'est pas juste se dire il y a une grève, les salariés restent chez eux, c'est du télétravail. En fait, c'est une vraie organisation, c'est des méthodes, c'est une communication et surtout ça change beaucoup les responsabilités d'un manager. On a été très longtemps dans le manager qui est là, le manager un peu policier, j'aime bien cette expression. C'est marrant parce que c'est ça. Je trouve ça marrant par rapport au début de ta carrière. Exactement. C'est pour ça que j'avais rien à voir avec ce concours, on est bien d'accord. Mais le côté très policier de surveiller à quelle heure les salariés arrivent et s'ils font bien leur travail. Voilà, moi j'ai des amis qui ont des boîtes et ils me disent encore, alors que c'est des gens jeunes et tout, mais si je suis en télétravail, comment je vais contrôler qu'ils font leur travail? Bien sûr. Et je dis donc aujourd'hui, comment tu contrôles? C'est-à-dire que tu tournes dans les bureaux et tu regardes. C'est ça. Leur ordinateur. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es sur Facebook? Voilà. Donc, tu as la machine à café et retourne travailler. C'est ça, voilà. Donc c'est la même problématique en fait. Et au final, le télétravail, c'est juste le début de l'histoire de comment on change sa façon de manager, comment on accompagne son équipe, comment on a une entreprise qui est de plus en plus dans la transparence. Depuis qu'on est passé au télétravail, les grilles de salaire de mon agence sont publiques. Chacun sait qui gagne combien. Plus de transparence. Il y a énormément de transparence, tout le monde sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait surtout. Ça a été vraiment le début de l'histoire en fait, le télétravail. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de communiquer dessus, de montrer que ça peut fonctionner, que ça a une forte valeur ajoutée pour les entreprises qui ont du mal à recruter, qui ont du mal à garder leurs salariés, qui posent plein de questions sur le sens de tout ça en fait. Ouais, on peut dire que ça fait peur à une partie de la population d'entreprise, le télétravail, parce qu'il y a trop de liberté. Oui. Et moi j'adore le télétravail, je le fais parce que je suis freelance, mais je sais que j'ai eu des retours aussi mais on sait pas, enfin, il faut que tu viennes plus souvent dans nos bureaux parce qu'on sait pas ce que tu fais, est-ce qu'il y a un moyen de traquer ce que tu fais, est-ce que tu fais ton travail, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué s'il n'y a pas des outils et une méthodologie en place de bien prouver qu'on fait son travail et qu'il est fait en temps et en heure. Tout à fait. Il y a une question de confiance aussi, je trouve, dans le télétravail. C'est le premier point, c'est la confiance. Et c'est pour ça que ça change beaucoup de choses dans l'entreprise et pas juste l'endroit où on travaille. Parce qu'effectivement, cette relation de confiance, elle s'étend à tout ce qui constitue l'entreprise. Oui, le changement, ça fait toujours peur et tout le monde n'est pas adapté au télétravail. Personnes qui ne sont pas suffisamment autonomes, il y a des personnes qui ont besoin d'être avec d'autres personnes toute la journée. Oui. Il y a des métiers juste, ça s'y prête pas. Tout le monde n'est pas apte dans l'entreprise à pratiquer le télétravail. Après, il y a effectivement, s'il n'y a pas les bons outils, la bonne communication, de toute façon, c'est impossible. Mais même quand les gens sont dans les bureaux, c'est important de savoir comment on mesure le travail effectué. Et on est encore un peu trop dans ce côté présentéisme de si tu es là de 9h à 18h, c'est que tu as bien bossé, voire de 9h à 20h, alors que pas du tout, parce que faut montrer aux collègues que non, si on part à 16h, il n'y a pas quelqu'un qui va vous sortir « T'as pris ton après-midi ? Tu t'es posé un RTT ?» Mais c'est ça, et ça fait 25 ans que j'entends ça quand même. Je dis, mais on en a encore là, les gars. C'est fou quand même. Alors qu'en télétravail, c'est plus simple d'accepter le fait que chacun vient à l'heure qu'il veut et repart à l'heure qu'il veut. Dans un bureau, que le boulot est fait, c'est le principal. C'est ça. Ouais. En bureau, tu vas quand même aussi subir le rythme des autres et tu vas culpabiliser un petit peu. Mais du coup, nouvelle activité, ça veut dire nouveau nom, ça veut dire comment ça va se concrétiser? Ça veut dire déjà un blog que je lance avec des articles, on peut aller voir des déjà podcasts, oui, et qui s'appelle remoteworkers.fr. Remoteworkers, ok. Voilà, il y a déjà 2-3 premiers articles. Mais ouais, j'en suis vraiment qu'aux prémices, mais déjà l'idée c'était de poser un nom et de poser un premier site pour dire ok, ça se concrétise et je veux vraiment aller dans cette voie-là. Aussi faire le bon rythme je pars pas à 100% de mon agence, donc qu'est-ce que je délègue et comment progressivement je délègue au fur et à mesure pour
conserver, je dirais, un petit 20% dans mon agence. Parce que pour avoir déjà fait l'expérience en 2016 avec WP Media à côté, j'avais fait ça un peu brusquement. Tu ne souhaites pas renouveler cette expérience-là. Voilà, il faut que je fasse un peu plus doucement. Effectivement, là, j'ai besoin d'être dans cet écosystème-là, de parler tous les jours télétravail avec d'autres entreprises qui ne sont pas forcément dans l'écosystème WordPress. Oui, même web, non? Même web, même tout, en fait. Ça fait du bien un petit peu de changer d'écosystème. Question sur ta vie maintenant. Quelles sont tes passions en dehors du web? Parce que tu m'as dit que tu as une vie à côté de ton travail. Et c'est quoi tes passions? Alors, c'est pas vraiment une passion, mais ma vie, c'est beaucoup mes amis. J'ai une vie sociale assez active parce que j'ai une très bonne bande de potes sur Lyon et c'est super parce qu'on fait plein de choses ensemble. Mais bon, l'apéro, c'est pas vraiment une passion. Mais oui, si, c'est une passion. C'est une passion française. Une passion française. Enfin, manifestement lyonnaise. Après, je fais beaucoup de sport. Okay. Tu fais quoi? Je fais tout ce qui est boxe, Elia, tout ce qui est bien cardio. Trop bien. Okay. Je fais du badminton, je fais du yoga, je fais pas mal d'activités. J'ai besoin de me dépenser et surtout d'avoir des moments où justement je suis hors du travail. Ouais, voilà. C'est important de se défouler, surtout quand tu es tout le temps dans le web, tout le temps assis, sur l'ordi. Tout le temps, exactement. Et donc non, c'est une vraie passion le sport. Je pourrais pas arrêter d'en faire. Mais plein de sports très différents, mais c'est important pour toi. C'est très important. Je voudrais de plus en plus de faire des sports dans la nature, notamment de l'équitation. Voilà, c'est un truc qui me tient bien à cœur. Après, comme autre passion un peu moins intéressante, mais quand même, c'est les Lego. Voilà, les Lego. J'adore la construction. C'est vrai. Excellent. Ouais, comme si c'est un petit côté ingénieur. Ouais, je trie les pièces par couleur. Après, voilà, je peux monter mon truc. D'accord. Donc non, excellent. Ça, j'adore. C'est quoi le plus gros truc de Lego que tu as? Enfin, la plus grosse pièce. La plus grosse pièce, c'est la caserne des pompiers des SOS Fantômes. Ah, de Ghostbusters. Génial. Ouais. Voilà. Et à l'époque où je l'ai acheté, c'était le plus grand, le Lego avec le plus de pièces. Ah ouais, ok. Donc ça l'est plus maintenant. Et 1 an et demi, ça m'a pris pour le faire. Je me suis dit, bon. Ouais, parce que je faisais ça par à coup. Bah oui, c'est normal. Et à chaque fois que je déplace, je suis là, si je le fais tomber. Ah non, mais là, tu le mets dans une verrière ou je sais pas, mais tu le fais pas bouger. Moi, j'ai un ami qui est fan de Lego aussi, là, le Millennium Falcon. Ouais, magnifique. Il est immense, mais voilà, si on le fait tomber, c'est une catastrophe, quoi. Voilà, j'ai pas passé le cap de celui-là. Je pense que le prix m'a freiné un petit peu quand même. Tu m'étonnes, hein. C'est vraiment cher les Lego. Après, dans le plus classique, je regarde quand même pas mal de séries, je vais au cinéma. Enfin voilà, une vie culturelle. Ouais, il faut. Il faut pas assez, mais il faut. Donne-moi un conseil, que ce soit vie pro, vie perso, un conseil que tu aimerais donner aux auditeurs et auditrices. J'ai envie de dire qu'à part quand on a des problèmes de santé ou vraiment des impératifs, faut pas trop se fixer de limites. Parce que je suis un petit peu la preuve qu'on peut faire plein de métiers, partir de rien et puis pas trop mal se débrouiller. Oui, carrément. Voilà. Donc non, faut pas se fixer de limites en disant c'est pas possible en fait. Et que ce soit... je rencontre souvent des femmes qui m'expliquent qu'elles ont du mal à être conférencières ou à se montrer, etc. Première limite, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Enfin, donc c'est bien de pousser ça, de dépasser ça. Super conseil. De toute façon, ton parcours, il est super inspirant parce que t'as jamais eu peur de passer d'une boîte à l'autre, même d'activité à une autre. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est hyper intéressant à dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de passer d'une activité à une autre et de se lancer et de foncer. Donc, merci pour ton conseil. Donne-moi des logiciels ou des outils que tu conseilles. Bon, alors comme je suis addict à l'organisation... Tout de suite en tête, Trello c'était le premier. Maintenant je suis sur un outil qui s'appelle Wrike. Ah oui, Wrike. Voilà, et à chaque fois que j'en parle, les gens me disent c'est trop compliqué. Mais en fait, il est super modulaire et on peut faire plein de trucs avec. Okay. Moi, sans Wrike, je peux pas piloter quoi que ce soit aujourd'hui dans mon agence. Ok. Je pilote tout avec, vraiment tout ce qui se passe. Donc c'est un outil très, très puissant. Après, j'utilise quoi au quotidien? Sketch, j'adore. Ça fait longtemps que je suis sortie de tout ce qui est Photoshop, etc. Ouais. J'aime beaucoup ces nouveaux outils qui sont hyper faciles. On peut beaucoup... l'approche modulaire, c'est un très bon outil pour faire du design, parce que je fais encore du design. Bien sûr. Pas trop, mais parce que je suis pas très bonne maintenant. Mais c'est quand même un truc qui te passionne. Donc. J'adore toujours. Après, Slack, c'est mon outil quotidien. Ce que je trouve génial, c'est que on est en contact direct avec des gens constamment, en fait. Avec le côté négatif que c'est constamment. Oui, voilà. Voilà. Mais l'outil en lui-même, c'est génial de pouvoir se dire, moi, je me sens jamais éloignée de mes équipes, même si je suis à l'autre bout de la planète, quoi. Parce qu'en fait, je suis toujours en contact avec eux, que je sois juste à côté ou très loin. J'aime beaucoup Miro. Miro. Ouais,
c'est un outil qui permet de faire la schématisation. D'accord. Parce que j'adore faire les schémas pour expliquer aux gens des idées, etc. D'accord. Et quand t'es à distance, c'est bien d'avoir des outils qui permettent de schématiser, de partager. Comme ça, eux peuvent commenter, peuvent utiliser. Après, c'était surtout ça que j'utilise. C'est en déjà premier, bien, ouais. hein. Ça fait beaucoup d'outils. Ok, merci. Question sur Lyon maintenant, est-ce que tu es originaire de Lyon? Absolument pas. D'où viens-tu? Je viens de Paris. Ah, Berck. Berck. Ouais, j'ai tenu 40 ans, hein, quand même. En fait, j'ai tenu parce que je savais pas qu'il y avait autre chose qui existait. En fait, c'est ce que j'ai envie de dire aux Parisiens, enfin pas trop non plus. C'est que en fait, la vie à Paris, c'est pas la vie. Et qu'il y a d'autres vies ailleurs, avec d'autres rythmes, d'autres façons de vivre, d'autres gens. Et donc, je suis partie de Paris, il y avait un choix final entre Bordeaux, Nantes et Lyon. Et le fait que WP Média, les fondateurs étaient sur Lyon, que quand même, je connaissais 2-3 personnes, et puis le soleil, et puis voilà, quand même tout ça. Ouais. Ça a été le choix final. Et depuis combien de temps tu y es, du coup? Ça va faire 4 ans cet été. D'accord, ça fait pas non plus trop longtemps. Ça fait pas trop longtemps. Et pourtant, tu as réussi à vraiment te faire un nom dans l'écosystème web lyonnais, donc... Bah ouais, après, je pense que tu bosses. Je bosse, puis je suis venue rencontrer les gens aussi, parce que c'est ça qui était intéressant, c'est de venir dans les endroits comme la cuisine du web, comme le blend, voilà, rencontrer des gens, rencontrer l'écosystème lyonnais qui est hyper actif, et puis c'est aussi ça que j'aime à Lyon, c'est que tout le monde est hyper sympa, hyper accessible. J'ai une vie à Lyon que j'avais absolument pas à Paris, hein. En termes d'apéro, de sorties, de gens que je rencontre. De qualité de vie, en fait. De qualité de vie en général, ouais. Et c'est quoi tes adresses coup de cœur à Lyon, justement? Alors, j'en ai quelques-unes. J'ai tout ce qui est un peu cantine-café, où j'aime bien me poser avec un chai tea. Voilà, j'essaie de plus être trop dans les Starbucks, etc. Je suis plus dans des vrais... Dans des vrais cafés. Dans des vrais cafés. Coffee shop. Exactement. J'adore aussi. Il y a Nutri, là, je suis hyper contente. Ils en ont fait aussi. un juste à côté de chez moi, place Guichard, c'est trop top. Ah oui, il y en a un nouveau? Ouais. Parce qu'au départ, il était dans le deuxième. C'est ça, Bellecour. Et là, il y en a un place Guichard. Et juste, il est à 5 minutes à pied de chez moi. Ah, mais c'est parfait. C'est génial. Okay. Pas très loin, du coup, dans le coin, il y a le Oslo aussi, ouais, qui est très sympa. Il y a le Pog, qui est vers le deuxième. Donc ça, c'est tout ce qui est café. Et quand tu es dans le deuxième, pas très loin du Pog, il y a une petite boutique qui s'appelle Happy Sisyphe. Et je sais plus si je les ai rencontrés en boutique ou en premier sur Instagram, je sais plus. Mais j'adore l'ambiance qu'il y a dans cette boutique, qui fait aussi salon de thé. D'accord. Qui a un côté très atypique et qui soigne énormément sa communication sur Instagram notamment. Et si tu as envie de faire un cadeau, il y a toujours un truc que tu peux trouver là-bas. Enfin, c'est plein de petits trucs hyper féminins, hyper mignons, hyper tout, un peu geek, un peu tout. Chouette. On va passer à la rubrique Gone Fast. Donc je t'explique le concept, mais je pense que tu l'as compris. C'est du tac au tac, c'est des petites questions un peu rigolotes. Donc je commence. Un plugin préféré, WordPress bien sûr. Ah, WP Rocket. Un livre à conseiller. Kilomètre zéro. Une chanson un peu honteuse que tu écoutes. Bye Bye de NSYNC. Oh mon dieu. Ah bah tu m'as dit honteuse. Ok. Un coin à Lyon que tu adores. Le ciné qui est à Cité Internationale. Ta marque d'ordi. Apple. Une conférence à ne pas louper. Une conférence qu'a fait Chris Lema au WordCamp Paris en 2016 sur comment accélérer les ventes, avec une histoire de Luc et de Yoda qui m'a juste changé complètement ma vision du marketing. Waouh, ok, ça donne envie. Une qualité à savoir sur toi. Fiabilité. Si tu étais un tableau. Sans aucune prétention. Je J'aime beaucoup la liberté guidant le peuple de Delacroix. Sympa. J'ai toujours aimé ce tableau l'été sur mes livres d'histoire et j'aurais adoré. D'accord, super, merci. De rien. Et enfin, on va finir le podcast avec ton inspiration du moment. Quelle est ton inspiration en ce moment? Mon associé m'a envoyé, je ne sais pas si c'était un message caché ou pas, une conférence de Mylène Ridal, qui est une Danoise, qui a fait une conférence sur c'est quoi le bonheur, etc. Comment on peut être heureux. Et c'est un sujet qui nous touche beaucoup, que ce soit personnellement ou en termes d'entrepreneur. Et notamment quand on arrive à la fin de l'année et qu'on a le bilan de sa société, et qu'on se dise ok, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on a réussi? C'est quoi réussir? Et c'est des questions qui m'obsèdent depuis des années. Je suis pas mal inspirée en ce moment par ce peuple danois et tout ce qui va avec sur comment leur méthode du bonheur, tout ce qui est autour du hygge, ouga, je ne sais jamais comment le prononcer. S'il y a un danois dans la salle, il nous dira comment le prononcer. Parce que j'ai beau suivre des cours, à chaque fois j'y arrive pas. Tu fais des cours de danois? Non, sur les prononciations. D'accord. Histoire de comprendre comment ça marche. Non, je fais pas encore des cours de danois. Ok, ça me serait tardé. Pas encore, t'as vu? J'adore.
Mais ouais, je trouve ça hyper inspirant et je trouve que ça, c'est bien en lien avec toutes les questions qu'on se pose pour le bien-être de nos salariés, mais aussi pour nous, dans la quête de sens ok, mais c'est quoi réussir en fait? À quel moment on est content? Est-ce que c'est un chiffre? Est-ce que c'est une popularité? C'est une reconnaissance? Parce qu'on a bien compris qu'être célèbre, beau, riche, ça rend pas heureux. Donc c'est quoi? Donc c'est quoi? Voilà. Ok. C'est le grand sujet du moment. Quel est le sens de la vie? Comment on peut réussir et être heureux? Franchement, c'est une bonne question à se poser et c'est parfait pour terminer le podcast. Merci. Je te remercie beaucoup, c'était très inspirant et puis je mettrai tous les liens de tes boîtes, de tes projets et de ce dont tu as parlé dans ta page dédiée sur le site web. Super, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Le podcast est à présent terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Gone Digital sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify, mais aussi sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà, le lion est présent un petit peu partout. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter mensuelle de Gone Digital avec tous les bons plans des invités, leurs bonnes adresses et les outils. Voilà, je vous dis à très vite, merci.